depuis quelques années et surtout encore depuis quelques mois, comme vous parlez comme le professeur, il y a une sorte de rumeur ou bien de spéculation qui fait état de ce qu'un poste de vice-président serait en préparation au Cameroun. Alors, si cela arrivait à être effectif, qu'est-ce que ça apportera au Cameroun? Moi, je ne trouve pas, je ne parlerai pas en termes d'apport, je parlerai en termes d'effet et d'impact. Moi, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'un poste de vice-président serait révélateur de beaucoup de choses, entre autres de la mauvaise intention de ceux qui nous dirigent, la mauvaise intention. Et quand je le dis, je pense qu'il n'est pas opportun de procéder à une révision constitutionnelle et créer ainsi un poste de vice-président en l'état actuel. Il n'est pas opportun. Et pourquoi? Il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun pour plusieurs raisons, mais je m'en tiens à la raison de temps. La raison de temps ou le moment qui ne serait pas indiqué. Alors quand je parle du temps, je parle justement de ce qui nous arrive depuis au moins 5 ans avec le marasme dans lequel nous vivons. Les désordres du gouvernement, des membres du gouvernement, les gens qui ne respectent pas le président et l'âge du président lui-même. Parce que si on introduit un poste de vice-président, cela restera révélateur. Première intention, de la mauvaise intention du président de la République, c'est-à-dire à perdurer au pouvoir malgré son âge. Ça, c'est la première chose. Nous n'avons rien contre son âge, mais nous savons que ces 5 dernières années nous ont renseigné sur le fait que le président n'a plus vraiment la main sur sa machine. Parce que rien ne marche. Et tout le monde peut voir le marasme dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai qu'il aurait organisé lui-même son pourrissement de l'État pour peut-être avoir des objectifs ou atteindre des objectifs que lui seul connaît. Mais nous voyons tous qu'il ne tient plus la machine. Alors, créer un poste de vice-président reviendra en fait à créer un président vice. C'est-à-dire qui utiliserait, ou du moins qui userait de la vigueur que lui n'a plus pour pouvoir travailler. Donc, un substitut présidentiel qui viendrait en fait travailler à sa place et lui continuer tranquillement à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à ne rien faire. Donc, ce serait signé un pacte que le président ne fait rien, c'est pas excessif à l'air. Ce serait signer un pacte de farniente, c'est-à-dire un pacte de ne rien faire à la tête de l'État, en créant un poste de vice-président. Ça, c'est la première mauvaise intention. L'autre mauvaise intention qui cacherait un projet macabre comme celui-là, parce que je l'appelle un projet macabre, c'est celui justement qui dévoilerait l'intention du président de la République de mourir là où il est. Parce qu'en fait, à son âge, et nous le voyons déjà, il a des difficultés à diriger. Et créer un poste de vice-président reviendrait simplement à se déresponsabiliser lui-même et de porter l'entière responsabilité du travail gouvernemental et de la direction de l'État à un substitut qu'il nommerait, ou je ne sais pas quelles sont les modalités de désignation de ce vice-président. Et donc, ça veut dire tranquillement qu'il attendrait simplement que la nature fasse son travail et que le peuple camerounais reste dans ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Deuxième chose. Troisième mauvaise intention, je reste toujours sur le président de la République, cela dévoilerait que le président de la République veut vraiment laisser le pays dans un désordre et peut-être dans un conflit permanent et peut-être dans le feu et dans le sang. Parce que les luttes de succession que nous voyons actuellement là, dans l'une des luttes de succession, nous savons que la plupart des leaders d'opinion et le peuple sont contre cette affaire de dynastie. Alors, créer un procès de vice-président, on soupçonnerait effectivement que ce pourrait être là, maintenant je fais un procès d'intention, et là c'est très subjectif ce que je dis, mais je m'y avance, ce serait se soupçonner que ce serait peut-être son sang qui pourrait prendre le pouvoir, c'est-à-dire un procès de vice-président taillé à la mesure pour sa propre progéniture. Vous voyez, comme on a vu avec par exemple le Togo, comme on est en train de voir avec la Guinée équatoriale, comme on est en train de voir par exemple aussi avec le Congo, même si le fils de Sassou n'est vice-président de ce côté-là. Mais la proéminence de leur fonction, les fils Sassou, montre effectivement que l'un des successeurs sortira de là. Donc voilà le troisième soupçon que l'on peut amener au président de la République et voir que s'il va dans ce sens-là, eh ben, il y a un risque que vraiment son héritage ne soit pas préservé parce qu'il y aura certainement beaucoup de bruit et certainement beaucoup de conflits après cela. Alors si je rentre dans la quatrième intention, qui est justement celle, la mauvaise intention qui serait celle justement de ses collaborateurs. Parce qu'en fait, c'est certainement eux qui le poussent et qui le conseillent dans ce sens-là. Parce qu'en fait, il est clair qu'ils savent pertinemment que la fin du président de la République Paul Biya, c'est leur fin aussi, pratiquement, parce qu'il partira avec tout son régime, du moins 80% de la classe dirigeante que lui-même il a fabriquée. Alors, il est bon pour eux, il serait bon pour eux d'amener le président de la République à rentrer dans cette disposition-là, dans cette modification constitutionnelle par la création d'un poste de vice-président qui serait pour eux une bonne aubaine. C'est-à-dire qu'il pourrait se reconstituer autour du nouveau substitut présidentiel
présidentielle et ainsi garantir leur survie dans la machine de l'État. Et donc finir en disant que, et là c'est le cinquième élément, qu'un poste de vice-président mettrait même le président pour lui en danger. À quel niveau? Parce qu'effectivement, créer un substitut présidentiel, on ne sait pas ce qu'ils vont mettre comme fonctionnalité ou responsabilité, comme mission ou attribution à ces vice-présidents, mais de toutes les façons, serait désormais à leur rendre pratiquement inutile dans la machine, la mécanique gouvernementale. Et donc ce serait très facile pour eux de l'évincer ou de le liquider et de pousser sûrement son substitut qui pourra continuer à faire le mauvais travail qu'ils font depuis des dizaines d'années au Cameroun. Merci Valère. Passons la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, que vise la probable création d'un poste de vice-président au Cameroun? C'est une volonté manifeste de reconfigurer l'État ou alors c'est tout simplement une stratégie d'ordre politique? J'ai failli parler d'une diversion politique. Vous ne nous avez pas habitués à des réflexions spéculatives sur des choses qui n'ont, il n'y a aucun antécédent. C'est nouveau ce que vous faites aujourd'hui. On peut anticiper, Abel Elimbi Lobé. Donc c'est extraordinaire parce qu'habituellement nous réfléchissons sur des faits. Et là, il n'y a aucun document. Je vous parle des sources généralement très introduites. Alors, si c'est des sources, elles sont occultes puisque vous ne pouvez pas les assumer publiquement. Mais habituellement, vous nous avez toujours mis sous la table des faits. C'est également notre rôle, Abel Elimbi. Voilà, vous êtes dans la perspective. Okay. C'est également le rôle du journaliste. Je vous conseille. Quels sont les journalistes politiques? Je vous conseille peut-être, c'est vous qui savez. Lorsque cela arrivera, qu'est-ce que vous allez dire à Abel Elimbi? Que vous avez vu. Voilà. Et ce sera peut-être le seul. En tout cas, l'émission est archivée. Donc, moi je me demande pourquoi il y a un tel souci, c'est pour régler quel problème. Et la réflexion peut être que pauvre, dans la mesure où on ne sait pas ce qu'on va mettre dedans. Si on fait un poste de vice-président pour changer les dispositions de la Constitution qui gère la vacance, qui prévoit que c'est le président du Sénat qui devrait pouvoir remplacer le chef de l'État pendant au maximum 120 jours et qui ne peut pas changer le gouvernement et qui ne peut pas lui-même être candidat. Ensuite, pour mettre un vice-président, est-ce que ce vice-président, la création de ce poste va entraîner la modification du code électoral? Parce que si ce vice-président est un élu, à ce moment, il faut modifier aussi le code électoral pour prévoir son élection. S'il est un nommé, c'est quelque chose d'extrêmement grave dans la mesure où le chef de l'État, lui, il est élu et il nomme quelqu'un qui pourrait devenir chef de l'État sans être un élu. Donc vous voyez que c'est un biais extrêmement important à la culture démocratique que nous nous efforçons de mettre en place. Un élu se fait remplacer, le cas échéant, par quelqu'un qui n'est pas un élu. C'est très grave. Le poste de président de la République est sacralisé par l'élection. Il est sacralisé par l'élection. Donc si on crée un poste de vice-président, eh bien la sagesse voudrait que ce vice-président soit probablement élu en même temps que le président. À partir de ce moment, il faut modifier le code électoral. Donc vous voyez que ce chantier est extrêmement important pour les quelques mois qui nous restent avant l'élection. Mais bon, rien n'est impossible. Voilà. Non, si vous élisez, si vous commencez déjà à élire le président avant qu'on élise le vice-président, cela voudrait dire qu'après l'élection du président de la République, on va entrer dans un nouveau régime qui sera défini par un nouveau code électoral. C'est une alchimie politique très insensée. S'il faut faire un poste et que ce poste est un poste d'élu, il faut le faire maintenant, avant l'élection, et envisager que l'élection de ce vice-président se fasse au cours du processus qui amène le nouveau président en place. Et ce que je veux dire, c'est que quand on sait qu'en 2011, le président Biya a été élu avec 3 772 527 voix. Et qu'en 2018, il a été élu avec 2 521 934 voix. C'est-à-dire que dans son propre camp, il a perdu 1 250 000 voix. Il faut que ceux qui imaginent ce type d'alchimie fassent un peu attention, parce que si le président perd encore à l'occasion de cette élection qui s'annonce 1 250 000 voix du fait de ce que toutes ces manipulations politiques, son âge, etc., amènent beaucoup à l'intérieur de son propre camp, même sans le dire à voix haute, à être
désintéressé par ces manœuvres. Les gens auraient souhaité qu'il passe à la main. Il n'est pas en train vraisemblablement de le faire. Il va mettre le parti dans des situations difficiles que beaucoup perçoivent. Eh bien, ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire veut dire que le président de la République, en se reconduisant à la candidature, est en train de se rapprocher de par les chiffres de l'échec. Donc, s'il échoue, à supposer qu'il échoue après avoir envisagé cette révision constitutionnelle, parce que cette révision constitutionnelle, l'esprit de fond, c'est qu'il va gagner. Ça veut donc dire qu'il n'est pas en train de respecter intégralement la souveraineté du peuple. Or, les chiffres du président nous montrent qu'il se rapproche de l'échec. S'il perd donc, après avoir fait une révision constitutionnelle de cette nature, et que quelqu'un d'autre qui n'en voulait pas devienne président, on va vers quoi? On va vers une nouvelle modification. On va vers un nouveau président qui ne voulait pas de vice-président, mais qui va nommer un vice-président. Pour régler quel problème? Moi, mon problème au Cameroun aujourd'hui, c'est que dans les institutions actuelles, la communauté anglophone constitutive de la nation camerounaise, telle que nous l'avons, se plaît, elle souffre, elle est mise à l'écart. Nous sommes dans une configuration extraordinaire. Permettez-moi en quelques secondes de dire que actuellement le président du Cameroun est francophone. Le président du Sénat est francophone. Le président de l'Assemblée nationale est francophone. Le président de la Cour suprême est francophone. À l'intérieur de la Cour suprême, le président de la Chambre administrative est francophone. Le procureur général près la Cour suprême est francophone. Le ministre en charge de tout ça, la justice, est francophone. Le chef des armées est francophone. Le chef de la police est francophone. Le chef de la gendarmerie est francophone. Non, laisse-moi finir rapidement. C'est rapidement que le Premier ministre est anglophone. Oui, vous allez vous arrêter là. Le chef du gouvernement. Vous allez vous arrêter là. Et on a dédoublé ce chef de gouvernement par un secrétaire général de la présidence de la République qui distille les hautes instructions, qui est francophone, etc. Donc vous êtes dans une configuration qui marginalise une communauté essentielle. Si on crée donc un poste de vice-président, puisque vous avez imposé la spéculation, moi je vous aurais donné le conseil d'attendre et de voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Si c'est pour mettre que le président, s'il est francophone, le vice-président, qui est son successeur constitutionnel, est anglophone, ça change la perception. Moi je ne suis pas là pour répondre. Voilà. Non, attendons de voir. Attendez, Abel Elimbe Lobessus, ce qui se préparerait, c'est effectivement cela. C'est-à-dire que si le président est francophone, le vice-président sera anglophone et vice-versa. Si le président est anglophone, le vice-président sera francophone. Est-ce qu'il se prépare aussi donc que le vice-président sera le successeur appelé à terminer le cas échéant le mandat? Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Si le vice-président prend la succession comme le président du Sénat, on n'aura pas beaucoup progressé. Je termine avec une question. Oui. En 40 ans, pourquoi c'est maintenant que le président pense qu'il faut le faire? On a vécu 40 ans durant sans poste de vice-président. Et on nous dit que ce pays a bien marché. Qu'est-ce qui justifie maintenant qu'on cherche à créer ce poste? On va passer la parole à une dame sur ce plateau, femme politique. Alors, en cas de vacances à la tête de l'État, Madame Abega, on sait très bien que les mécanismes actuels d'ordre constitutionnel ont justement bien prévu l'alternance, comment ça devrait se passer. Est-ce que la Constitution actuelle laisse un certain nombre de failles pour qu'on puisse intégrer un poste de vice-président? Merci déjà pour la parole donnée. Le sujet est assez intéressant et assez passionnant. Contrairement à ce qu'a je dirais, comme le professeur Mathias l'a dit tantôt, nous n'avons pas le texte sur la table, nous sommes dans une phase de la spéculation, nous ne sommes pas dans une histoire concrète. Mais si on retourne dans l'histoire des années 60, je crois, de 61 à 1972, le Cameroun avait bel et bien les vice-présidents. Et ces vice-présidents étaient d'expression anglaise. Si je ne me trompe, je crois que vous n'allez pas me contredire sur le plateau. Donc, si aujourd'hui, en 2025, on parle d'un éventuel poste de vice-président, ça veut dire que nous sommes dans la phase d'un rétropédalage où nous irons dans les archives transporter ce que nous avons abandonné depuis 1972 lors de la mise en place de l'État unitaire. Et à l'époque, c'était le président Aïjo qui
a mis en place l'État unitaire et avec un référendum, on a éliminé le poste de vice-président. Et ça fait problème parce qu'il y a toujours une communauté qui se sent marginalisée, telle que mon voisin Abel l'a énuméré tout à l'heure. Cette communauté pense qu'elle n'est pas assez représentée dans les instances de décision. Et s'il arrivait qu'on mette en place un poste de vice-président, il faudrait qu'on rentre dans les profondeurs, dans le fond de ces textes pour comprendre quelle est la définition de poste de vice-président. Est-ce que, alors, en modifiant la Constitution, nous serons dans un scrutin des listes où le président devra avoir son substitut, oui, quelque chose du genre. Je ne pense pas que ce soit possible à l'élection en préparation, l'élection d'octobre 2025. Sauf si... Ce problème de timing. Oui, sauf si les constitutionnalistes sont au laboratoire depuis et que nous autres, nous n'en sommes pas déjà informés. Je vous dis de prendre cette émission très au sérieux. Nous prenons l'émission au sérieux, mais nous sommes donc dans la phase de la spéculation parce que nous n'avons rien de concret, nous n'avons aucun texte concret. L'Assemblée n'a pas donné son communiqué final. On ne peut pas dire qu'en octobre 2025, nous aurons un poste de vice-président parce que nous n'avons pas la nouvelle constitution qui intègre le poste de vice-président qui avait été sorti de la constitution du Cameroun avec l'institution de l'État unitaire. Très bien. Merci, Madame Abeka, pour votre regard. Pierre Blériot, Niamek, avantages et inconvénients d'un poste de vice-président au Cameroun. Y aura-t-il des avantages? Ou alors il y aura un peu plus d'inconvénients? Ou alors il y aura des avantages mais également des inconvénients? Vous verrez que moi je vais me comporter comme si je prenais cette émission très au sérieux, c'est qui est le cas. Voilà. Si les gens ont les archives de l'émission du dimanche dernier, Elimbi Lobé n'était pas au Cameroun. Nous avions déjà jeté les balises de quelque chose. Je crois que M. Paul Biya est convaincu qu'il va être reconduit. Je n'ai pas dit réélu, il sera reconduit. Mais il a pris en compte... il y aura une élection. Il a pris en compte les observations que nous lui faisions. Je lui avais clairement dit que s'il veut une sortie honorable, il fallait qu'il la prépare. Il est en train de nous montrer donc qu'il la prépare. Les autres panélistes ont dit que le timing... Non, il n'y a aucun timing. On entre simplement lors d'une session, on ressort avec les textes. On ressort avec les textes. On n'a jamais dit que ces textes devaient être faits peut-être 50 mois avant la convocation du corps électoral. Donc le timing dépend de celui qui tient l'appareil. Et on voit bien qu'il a déjà une idée précise. Je crois que c'est le guide de Jouvence qui disait cela. Le président Paul Biya veut nous éviter donc la guerre en fait. Il veut demeurer président tout en confiant officiellement la gestion du pays à quelqu'un d'autre. Et il répond aussi en même temps à l'inquiétude d'Albert Elimbi Lobé. On voit bien que ce dessin ne peut pas être le sang du chef de l'État. Parce que même dans la sorcellerie, là encore, j'envoie un autre message. Biya ne peut pas être président, Franck Biya vice-président. Ça ne peut même pas commencer à entrer dans nos têtes. C'est vrai que le président Biya l'a dit. Je dis que ça ne peut même pas, si quelqu'un peut même imaginer ça. Nous ne sommes ni la Guinée équatoriale, ni le Togo. Ce genre d'amusement même, Franck, reste tranquille. On ne veut pas, ça ne te concerne même pas. Franck n'a pas dit qu'il avait dit. Oui, je sais, même son père n'a même pas l'intention. Je veux seulement qu'on soit d'accord que cette idée ne peut même pas passer. Donc une fois qu'on est d'accord, ce sera très probablement un anglophone. Maintenant, ce qui ne me réjouit pas, c'est que ce sera un anglophone du pouvoir de Biya. Ça ne me réjouit pas, mais tant qu'à faire, acceptons un anglophone à la place d'un francophone. La deuxième chose et la deuxième modification essentielle, c'est qu'on ne soumettra donc plus ce vice-président à faire 120 jours. En cela, il ne serait pas vice-président. Il achèverait le mandat. L'autre idée qui se mijote, c'est bien qu'on va réduire la durée du mandat présidentiel. À 5 ans. Il passera de 7 ans à 5 ans. Moi, je crois que nous ne pouvons pas demander une chose et son contraire. Mon idée est que le président Paul Biya nous laisse un pays en paix. Nous n'avons plus la possibilité de nous séparer de Paul Biya. Ça, ce n'est plus possible. La seule chose qui va nous séparer de Paul Biya, tout le monde la connaît. Avant cette chose-là, nous n'avons aucune autre possibilité si nous ne voulons pas nous séparer mal. Et moi, je lui dis merci parce qu'il est en train de me montrer qu'il nous suit et qu'il avait donc mijoté une idée de sortir d'une manière paisible. Il remettra le Cameroun à quelqu'un de manière paisible. Ce n'est qu'après Paul Biya, Elimbi Lobé, même s'il perd 1,2 million, il va encore gagner. Ce n'est qu'après Paul Biya que nous allons réorganiser ce pays en termes d'élections à la présidentielle, en termes de ceci ou cela. Avant ça, c'est le marchandage, c'est les bourganjanga. Il n'y a rien ici. C'est-à-dire que pendant qu'on est là, tout ce qu'on organise là ne vaut rien. Je vous ai dit depuis que Paul Biya nous a eu. Il s'est fabriqué des opposants de convenance depuis lors. Et si ces gens-là veulent tricher maintenant en disant à Paul Biya qu'ils veulent être président, ils mentent. Il n'y a pas parmi ces candidats-là de successeurs de Paul Biya. Je dis qu'il n'y a aucun parmi ceux qui se montrent déjà. Très bien. Nous
Moi, 2032 reviendra à 2030 pour que nous ayons une élection après que le vice-président aura achevé le mandat de Paul Biya.